Bonjour à tous, je suis à nouveau Monsieur Dark Web. Internet est un iceberg dont les sites familiers ne sont que la pointe, accessibles à tous. Mais qu'est-ce qui se cache dans ces sombres profondeurs? De quoi parlent ceux qui préfèrent rester dans l'ombre? Aujourd'hui, je vous présente une histoire que j'ai trouvée sur l'un des forums fermés du Darknet. Il s'agit de la confession d'un homme connu sous le pseudonyme de Scribe, créateur de l'un des systèmes les plus sophistiqués de production et de distribution de faux documents. Cette histoire ne disculpe pas les criminels, elle ne romance pas leurs activités, elle montre comment une personne bien intentionnée peut franchir la ligne qui mène à un abîme sans retour. Je le publie pour vous mettre en garde. Dans un monde où l'identité est définie par un ensemble de chiffres et de lettres sur des documents, la falsification de ces symboles peut ruiner non seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. Mettez-vous à l'aise avec cela. Assurez-vous que vos propres documents sont en sécurité et préparez-vous à plonger dans l'univers d'un homme qui a fait de la falsification d'identité une forme d'art. On m'appelle Scribe. Je suis un ancien agent de sécurité fédérale américain spécialisé dans l'identification des faux documents. Ou plutôt, je l'étais jusqu'en 2015. Depuis 8 ans, je fais ce que je combattais autrefois. Créer de faux passeports, visas, permis de conduire et autres documents de la plus haute qualité. J'ai décidé d'écrire cette confession parce que ma carrière touche à sa fin. Hier, l'un des principaux partenaires a été arrêté et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne m'attrape. Au moment où j'écris ces lignes, un programme spécial efface les données de mes disques durs. Dans quelques heures, Scribe n'existera plus. Au fil des ans, des milliers de destins sont passés entre mes mains. Au début, j'ai cru que j'aidais des personnes qui avaient été déçues par le système, des réfugiés fuyant les persécutions, des femmes fuyant la violence domestique, des victimes de la répression politique. Mais peu à peu, les choses ont changé. Mes clients sont devenus des gens qui avaient de l'argent et de sombres intentions, des trafiquants de drogue, des fraudeurs, des riches qui fraudaient le fisc. Je ne me suis pas contenté de créer des faux. J'ai bâti tout un empire sur le Darknet, où l'identité est devenue une marchandise. Au plus fort de mon activité, des dizaines de personnes dans différents pays travaillaient pour moi, créant des documents qui pouvaient passer les contrôles les plus sérieux. Aujourd'hui, je suis dans mon appartement et je regarde la ville à travers les fenêtres panoramiques. Sur la table se trouve un ordinateur portable ouvert dont les 3 disques durs sont méthodiquement effacés. Mon téléphone est en pièces détachées, il ne me reste que 30 minutes pour disparaître à jamais. Comment en suis-je arrivé là? Comment suis-je passé d'un idéaliste qui rêvait d'aider les gens à un homme qui rassemble frénétiquement un kit d'urgence, des passeports de 3 pays différents, un ensemble de cartes en plastique liées à des comptes offshore, de l'argent liquide en 3 devises? Mon histoire ne commence pas par un crime, elle commence par la compassion et la croyance en la justice. À partir d'un moment où le système en lequel j'avais confiance a laissé tomber un homme qui avait besoin d'être défendu. J'ai donc décidé de me faire justice moi-même. Je sais que je suis suivi. Peut-être que c'est maintenant. Peut-être que c'est le moment où la porte d'entrée est sur le point d'être sortie de ses gonds par une équipe d'assaut. C'est pourquoi je suis pressé. C'est une histoire sur la façon dont les bonnes intentions peuvent mener à une pente glissante dont il est impossible de revenir. Une histoire sur le prix à payer pour jouer avec le destin des autres. Et peut-être un avertissement pour ceux qui se trouvent à la croisée des chemins. Tout a commencé en 2015. À l'époque, j'étais une personne très différente, un agent de sécurité interne, spécialiste de la détection de faux documents. J'étais considéré comme l'un des meilleurs dans mon domaine. J'avais des années d'expérience et plusieurs opérations sérieuses à mon actif. J'étudiais les faux passeports, visas, cartes d'identité, à la recherche d'erreurs microscopiques, d'incohérences dans les polices de caractère, d'anomalies dans le spectre UV. Les détails techniques étaient ma seconde nature. Je pouvais passer des heures à examiner des documents, à la recherche des moindres signes de falsification. Le 17 mai 2015, un événement a tout changé. J'ai reçu le dossier d'une femme originaire de Syrie, mère d'une petite fille de 6 ans. Elle avait déposé une demande d'asile racontant l'histoire d'un mari radical et de menaces de mort. Il y avait des divergences dans ses papiers. La procédure normale était l'expulsion. Je l'ai interrogé moi-même. Je me souviens de ses yeux. Il n'y avait pas d'espoir dans ses yeux, seulement de la tristesse. Si vous nous renvoyez, ils nous retrouveront dans les 24 heures. Il a promis de me couper la tête devant la caméra. J'ai vérifié son histoire. Tout était vrai, mais le système est impitoyable. Les documents ne répondent pas aux exigences, il n'y a donc pas de raison de demander l'asile. Le 22 mai, ils ont été expulsés. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé dans un journal arabe un article sur l'exécution d'un traître à la foi. C'était elle. Quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là. Le système que je servais venait de tuer un homme à cause d'une date mal placée sur un document. J'ai pris un congé et me suis enfermé dans mon appartement avec une seule pensée. Et si elle avait des références impeccables ?
Pendant une semaine, j'ai rassemblé des informations. J'avais accès aux instructions secrètes pour détecter les faux. Maintenant, je les considérais comme un guide pour créer le faux document parfait. J'avais besoin d'un partenaire ayant des compétences en imprimerie. Je l'ai trouvé, un ancien employé de l'imprimerie avec lequel j'avais déjà travaillé sur l'analyse des documents de sécurité. Lors d'une réunion dans un parc désert, je lui ai demandé sans détour « Pourriez-vous créer un papier qui passerait n'importe quel test ?» Il m'a regardé attentivement. Pourquoi feriez-vous cela? J'ai raconté l'histoire de la femme syrienne, sans phare. Je ne veux pas que cela se reproduise. Je veux sauver des gens, pas les envoyer à la mort. Il a accepté de m'aider tout en m'avertissant que des fonds seraient nécessaires. J'ai donné toutes mes économies. Un mois plus tard, nous avons créé notre premier document. Un passeport pour une femme afghane qui avait fui un mariage forcé avec un seigneur de la guerre. Nous avons travaillé dans un garage loué. Mon partenaire s'est procuré du papier, des encres et des éléments holographiques de la plus haute qualité. Je m'occupais de la partie numérique. Photos, code-barres, texte. Le 30 juillet 2015, j'ai tenu le passeport parfait dans mes mains. Il avait passé toutes les vérifications que je pouvais effectuer. La remise du document a été plus difficile que sa création. J'ai fait appel à mes relations au sein d'une organisation d'aide aux réfugiés à but non lucratif. 2 semaines plus tard, la femme obtenait l'asile. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment fier. Viennent ensuite un frère et une sœur du Soudan, un journaliste russe et une famille vénézuélienne. Tous avaient des histoires similaires, une menace réelle pour leur vie et des problèmes de documents. J'ai vérifié chaque cas minutieusement. Pas de criminels, juste des personnes rejetées par le système pour des raisons de formalité. En décembre 2015, nous avions perfectionné la méthodologie. Nous produisions 2 à 3 documents par mois. Passeport, visa, lettre de motivation d'une qualité parfaite. En janvier 2016, tout a changé. Un ami m'a contacté. Il y a un homme prêt à payer 50 000 $ pour un passeport. Ce n'est pas un réfugié, juste un homme d'affaires qui a des problèmes. J'ai refusé. Mon but était de sauver des vies, pas de m'enrichir. Vous ne comprenez pas. Avec cet argent, nous pouvons aider des dizaines de vrais réfugiés. Pense aux femmes et aux enfants que tu ne peux plus aider faute de moyens. Je regarde la neige tomber par la fenêtre du café où nous nous sommes rencontrés. Une lutte s'engageait à l'intérieur. Tout ce que j'avais fait jusqu'à présent visait à sauver des gens, pas de l'argent. Franchir cette ligne signifiait changer l'essence même de ma mission. 50 000, répète-t-il, voyant mon hésitation. Cela représente 8 à 10 jeux de documents complets pour ceux qui sont vraiment en danger. Ou du nouveau matériel pour rendre nos faux encore plus irréprochables. Je me suis souvenu de la femme somalienne que j'avais refusée la semaine précédente. Elle n'avait pas les fonds nécessaires. Et je n'avais pas le temps, j'avais trop de travail avec mes clients actuels. Je pouvais littéralement voir son visage. Qui est cet homme d'affaires ? Ai-je finalement demandé. Qu'a-t-il fait? Des problèmes fiscaux en Europe. Rien de violent, aucun sacrifice. Juste un homme qui veut prendre un nouveau départ. J'ai bu une gorgée de mon café refroidi en me débattant avec moi-même. Une partie de moi avait déjà pris sa décision, mais l'autre partie résistait désespérément. Juste une fois, ai-je dit à voix basse, juste une fois, et l'argent servira uniquement à aider les vrais réfugiés. Il a souri et hoché la tête, mais nous avons probablement tous les deux compris que c'était le début d'un chemin sans retour. Je me suis convaincu que je contrôlais la situation, que je pouvais tracer une ligne claire, que je valais mieux que d'autres qui ne le faisaient que pour le profit. Et nous avons loué des locaux sous le couvert d'un studio photo, acheté du matériel et engagé des assistants. Fin 2016, l'équipe comptait 5 personnes. Et les clients comprenaient non seulement des réfugiés, mais aussi de riches étrangers, des hommes d'affaires à la réputation douteuse et des célébrités qui voulaient voyager incognito. Je travaillais toujours dans la sécurité, mais il devenait de plus en plus difficile de mener une double vie. Insomnie, paranoïa constante, peur de l'exposition. Le mois de février 2017 a marqué un tournant. Nous avons été approchés par un homme impliqué dans le trafic de drogue. 200 000 $ pour un ensemble de documents. J'ai refusé, mais mon partenaire a insisté. Nous ne demandons pas pourquoi ils ont besoin de ces documents. L'argent décide de tout. Ce soir-là, j'ai réalisé pour la première fois ce qu'était devenu ma mission de sauvetage. Nous avions commencé par aider les gens et maintenant, nous discutions de l'opportunité d'aider un trafiquant de drogue. Quand ai-je franchi cette limite? Quand les bonnes intentions se sont-elles transformées en affaires? J'ai rapidement abandonné la sécurité. Il était trop dangereux de combiner les deux. Nous avons déménagé dans de nouveaux locaux, agrandi l'équipe, créé un système de vérification des clients. C'est là qu'est né mon pseudonyme, Scribe. Il ne restait presque plus rien de la mission d'origine. Nous aidions encore les réfugiés gratuitement. Mais cela devenait plus exceptionnel. Je m'endormais dans le bruit des notes et des excuses bruyantes. Nous ne faisons de mal à personne. C'est la faute du système. Si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre le fera. Maintenant, j'étais Scribe, une personne qui enfreignait les lois que j'avais juré de faire respecter. Et je n'avais aucune idée que la partie la plus sombre du voyage ne faisait que commencer. Début 2018, nous sommes passés d'un petit groupe de passionnés à un réseau à part entière. 12 personnes dans 4 pays, 3 laboratoires avec des équipements valant des millions. Et moi, Scribe, l'homme dont on chuchotait l'existence dans certains cercles du Darknet. Nous ne nous contentions pas de falsifier des documents, nous créions de nouvelles identités, du certificat de naissance à l'historique de crédit.
Le prix commençait à 80 000 $, mais allait jusqu'à un demi-million pour les clients spéciaux. Au printemps 2018, JEO a mené l'opération la plus complexe. Le client était un financier qui avait volé environ 20 millions. Il nous a payé 800 000 $ pour une transformation complète. Un nouveau visage grâce à des chirurgiens plasticiens, une nouvelle biographie et même de nouvelles empreintes digitales. Oui, c'est possible, les superpositions de silicone les plus fines, impossibles à distinguer de la vraie peau. Je ne m'occupais plus de l'aspect technique, j'avais des spécialistes. Mon travail consistait à concevoir les opérations et à assurer la sécurité du réseau. Notre fierté est le système d'empreinte numérique. Nous avons injecté des informations directement dans les bases de données officielles par le biais de vulnérabilités et de corruption d'initiés. Après vérification, le système confirmait la légitimité de nos clients. Si vous voulez cacher un arbre, mettez-le dans la forêt, avais-je l'habitude de dire à mes employés. Ne créez pas de documents, créez des histoires. Chaque personnalité doit avoir un passé, des erreurs, des incohérences mineures. Une biographie parfaite est toujours suspecte. Nous avons utilisé l'apprentissage automatique pour analyser les schémas de migration, les erreurs typiques dans les documents et les caractéristiques des biographies. Nos algorithmes ont généré des récits de vie convaincants qui correspondent parfaitement aux attentes statistiques des systèmes de vérification. De la mission originelle d'aide aux réfugiés, il ne reste que des souvenirs et un programme pro bono, un kit gratuit pour 10 commandes commerciales. L'argent a coulé à flot. Mes comptes cryptographiques ont dépassé les 8 millions. Une maison dans un quartier chic, une collection de montres, des voitures de collection. Officiellement, un consultant en cybersécurité prospère. Personne ne savait que je construisais des outils pour contourner cette même sécurité. Mais le luxe a un prix. La paranoïa est devenue ma compagne. Je changeais de téléphone toutes les semaines, je vérifiais quotidiennement que mon appartement n'était pas piégé, je n'empruntais jamais les mêmes itinéraires. J'avais 3 identités et un ensemble complet de documents au cas où je m'enfuirais. Au cours de l'été 2018, les premières sonnettes d'alarme ont été tirées. Un coursier en Europe a été arrêté avec une cargaison de formulaires vierges. Il ne savait rien de la structure de l'organisation, mais c'était un signal. Nous étions traqués. J'ai renforcé la sécurité. J'ai numérisé les opérations et limité les réunions physiques. Chaque membre de l'organisation ne connaissait plus que sa propre section. Personne ne voyait l'ensemble du tableau. Il n'y avait plus que moi et mon assistant le plus proche, un homme au nom de code Fantôme. Il a rejoint l'organisation en 2017. C'est un ancien officier de renseignement doté de compétences uniques. Grâce à lui, nous avons infiltré des bases de données gouvernementales. Sa méthode était génialement simple. Au lieu d'attaquer les serveurs principaux, il trouvait des bureaux régionaux dotés de systèmes obsolètes, y obtenait un accès et, une fois synchronisées, les informations étaient transférées dans les bases de données centrales. En 2019, nous avons lancé Digital Death, un service destiné à ceux qui souhaitent disparaître complètement. Nous avons créé un historique de la mort, certificat, dossier de crémation, notice nécrologique dans les journaux locaux. Le coût est de 300 000 €. En 2020, notre organisation comptait 30 personnes, des clients de tous les continents, des hommes politiques fuyant les poursuites judiciaires, des hommes d'affaires se cachant de leurs créanciers, des célébrités à la recherche d'une nouvelle vie. Et, à ma grande honte, de plus en plus de vrais criminels, trafiquants de drogue, fraudeurs, fonctionnaires corrompus. Après une transaction avec un homme impliqué dans le trafic d'êtres humains, je suis resté longtemps à la fenêtre, regardant la ville de nuit. Comment une noble mission consistant à sauver des vies avait-elle pu se transformer en une mission au service des personnes les plus dégoûtantes de la planète? J'ai repensé aux réfugiés que nous aidions encore gratuitement. Mais c'était une goutte de conscience dans un océan de cupidité. Avec la pandémie de Covid-19, les frontières se sont fermées. Mais nos affaires ont prospéré. Dans un monde de panique, la demande de faux documents a explosé. Nous avons commencé à proposer de faux certificats de vaccination, de faux résultats d'analyse, de faux dossiers médicaux. Fin 2020, j'ai été écarté du travail opérationnel. Je suis devenu coordinateur, stratège. De plus en plus souvent, j'ai pensé à quitter le jeu. Avec mon argent, je pourrais disparaître, commencer une nouvelle vie quelque part à Bali, mais quelque chose me retenait. Le jeu, le pouvoir, ou la peur qu'un jour mes anciens collègues de la sécurité viennent frapper à ma porte. L'année 2022 a apporté de nouveaux défis. La technologie de reconnaissance faciale s'est améliorée à une vitesse alarmante. Les passeports biométriques sont devenus la norme. La blockchain s'est infiltrée dans les registres gouvernementaux, rendant la contrefaçon presque impossible. Nous nous sommes adaptés, mais c'était de plus en plus difficile et risqué. Le 10 janvier 2023, j'ai tenu ma dernière réunion stratégique. Nous nous sommes réunis dans une maison sécurisée près de Chicago, en personne pour la première fois depuis longtemps. Fantôme a présenté un nouveau projet, une introduction à l'échange international de données sur les passeports. Si nous faisons cela, nous pourrons créer des documents qui passeront n'importe quel contrôle d'antécédents dans n'importe quel pays, a-t-il déclaré avec un clin d'œil. J'ai hésité. Il s'agissait d'une ingérence directe dans les systèmes de sécurité nationale de dizaines de pays. Mais j'ai donné mon accord préliminaire, réalisant que cela pourrait être à la fois l'apogée de ma carrière et le début de la fin.
Fantôme s'est attardé pendant que nous nous disions au revoir. Nous nous tenions sur la véranda, regardant les champs enneigés. « Tu penses à la façon dont tout cela a commencé ?» demanda-t-il. « Trop souvent. Tu le regrettes ? Pas sur ce qui a commencé, de ce que c'est devenu. » Il a hoché la tête, comme s'il comprenait mieux que ce que j'avais dit, et s'est éloigné. Je n'avais pas réalisé que c'était notre dernière rencontre, et que Fantôme serait à l'origine de l'effondrement de l'Empire que j'avais mis des années à construire avec tant de soin. Le 12 mars 2023, j'ai été informé par un canal crypté. Code rouge, système compromis. Un message de notre homme au sein du gouvernement fédéral. Fantôme a été arrêté alors qu'il tentait d'accéder à une base de données de passeports internationaux. J'ai activé un protocole de mise à mort d'urgence. Les serveurs de 4 pays ont commencé à effacer simultanément toutes les données. L'équipe s'est dispersée conformément au plan d'évacuation que nous avons élaboré en 2019. Tout le monde a agi indépendamment. Personne ne savait où se trouvaient les autres. Fantôme était notre meilleur spécialiste, mais aussi notre maillon le plus risqué. Son ambition l'emportait toujours sur sa prudence, mais je ne pensais pas qu'il nous trahirait. Deuxième message, Fantôme a conclu un accord. Transmission de la structure du réseau. Vous avez un maximum de 6 heures. Tout s'explique maintenant. Ce n'était pas une capture accidentelle. Fantôme l'avait planifié depuis des mois. Son dernier projet, une infiltration dans un système international, était trop ambitieux, trop dangereux. Lorsque j'ai exprimé mes doutes, il a décidé d'agir seul, s'est fait prendre et nous dénonce pour sauver sa peau. Je suis retourné à mon appartement, j'ai récupéré 5 passeports de différents pays, 50 000 € en liquide dans différentes devises, 3 téléphones avec des cartes SIM anonymes préinstallées, une clé USB avec les clés des portefeuilles de crypto-monnaies. Je suis à la fenêtre, je regarde Washington, DC, la nuit. Le programme d'effacement des données clignote sur l'écran de l'ordinateur portable. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Mon histoire touche à sa fin. Ou peut-être que c'est juste le début d'un nouveau chapitre. Je ne suis plus Scribe. Cette personne cessera d'exister dans quelques heures. Parfois, je me demande s'il a jamais existé. En 8 ans, nous avons créé plus de 10 000 documents. Nous avons changé la vie de milliers de personnes. Certaines pour le meilleur, d'autres pour le pire. Qui sait, nous avons gagné des millions, construit un empire de chiffres et de papier, d'encre et de pixels. Et tout cela s'écroule comme un château de cartes. Je ne regrette pas d'avoir commencé. Cette femme syrienne et sa fille, je les vois encore dans mes rêves. Je ne l'ai pas sauvée, mais j'en ai aidé des centaines d'autres. Du moins, c'est ainsi que je me réconforte. Mais lorsque l'argent et le pouvoir ont pris le pas sur la mission initiale, je me suis perdu. Fausse carte d'identité, faux nom, fausses histoires. À un moment donné, je suis devenu moi-même un faux, un homme sans passé, créant un passé pour les autres. Le processus de destruction des données est terminé. Le téléphone est démonté et dissous dans l'acide dans la baignoire. Les disques durs sont détruits physiquement. Je m'habille de façon discrète, me préparant à quitter l'appartement pour de bon. Mais d'abord, ce billet. Il pourrait servir d'avertissement à ceux qui suivent un chemin similaire. J'ai eu le temps d'analyser l'erreur que nous avons commise. Je ne pense pas qu'il s'agisse de technologie ou de sécurité. Notre système était presque parfait. Le problème, ce sont les gens, la confiance et l'ambition. Fantôme en voulait plus d'argent, plus de pouvoir, plus de risques. Il ne voyait pas notre opération comme un moyen d'aider, ni même comme une entreprise, mais comme un outil de pouvoir personnel. Je m'en suis rendu compte trop tard. Voici une leçon pour ceux qui font ce genre de choses. La technologie peut être parfaite, les systèmes de sécurité impénétrables, mais la nature humaine trouvera toujours un moyen de tout détruire. Il est temps de partir. Dans 1 heure, un nouveau jour commencera au large de la côte Est. Les mandats de perquisition ont probablement déjà été signés. Les agents fédéraux se préparent à des raids synchronisés. Ils trouveront des appartements vides, des serveurs brûlés, des personnes disparues. Je me dirige vers un endroit où je peux quitter le pays en toute sécurité. Pas d'aéroport, trop de caméras et de données biométriques. Il y a d'autres moyens pour ceux qui savent. Mais avant de disparaître, je voudrais donner quelques conseils à ceux qui se trouvent peut-être à la croisée des chemins en ce moment, à ceux qui pensent pouvoir garder le contrôle en conciliant bonnes intentions et activités criminelles. Vous ne pouvez pas. Il y a une limite après laquelle on ne peut plus revenir en arrière. Le moment où l'on commence à justifier de plus en plus de mal par de moins en moins de bien. Lorsque le confort et la sécurité deviennent plus importants que les principes. Lorsque vous cessez de vous poser des questions inconfortables. Pour moi, cette limite a été franchie le jour où j'ai pris de l'argent pour mon premier papier commercial. Je me suis dit que c'était pour une bonne cause, que je contrôlais la situation, que je pouvais arrêter à tout moment. 8 ans plus tard, j'ai tout perdu. Ma réputation, ma liberté, mon âme. Et même l'argent pour lequel j'ai trahi mes principes n'a plus aucune valeur. Jusqu'où pouvez-vous courir lorsque votre visage figure dans toutes les bases de données, lorsque tous les gardes frontières de tous les pays vous recherchent? Si vous lisez ces lignes et que vous envisagez de suivre mon chemin, arrêtez-vous. Si vous êtes déjà en route, faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes allé trop loin, comme je l'ai fait, j'espère que votre plan de retraite est meilleur que le mien. Il est temps de s'arrêter. L'aube se lève. Un nouveau jour pour le monde. Le dernier jour pour Scribe. Nous avons créé des documents qui ont changé le destin des gens. Mais il n'est pas si facile de changer son propre destin. Tôt ou tard, tout le monde paie la facture.
Et pour moi, ce moment était arrivé. C'est ainsi que se termine l'histoire de Scribe, un homme qui voulait changer le système, mais qui a été lui-même changé par lui. J'ai été frappé par la transformation de cet homme, qui est passé d'idéaliste à criminel à travers une série de petits compromis, chacun d'entre eux semblant justifié à l'époque. Cette histoire nous rappelle à tous combien il est facile de perdre nos repères moraux, comment de bonnes intentions peuvent avoir des conséquences monstrueuses, et comment le système que nous essayons de tromper finit par nous tromper nous-mêmes. Voilà qui conclut mon histoire. Et vous, vérifiez vos papiers d'identité. Et rappelez-vous, parfois les apparences sont tout ce que nous avons dans ce monde.